Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai commencé par d'abord rappeler, ce que vous l'avez dit, mais d'une manière dans laquelle je ne me retrouve pas complètement, les agences de l'eau sont à ce stade un outil de politique environnementale. C'est un peu basique de dire ça, mais quand même, quand on lit le Code de l'environnement, par exemple, les agences de l'eau, elles sont créées par le Code de l'environnement, leurs missions sont définies dans le Code de l'environnement, on est là pour atteindre le bon état des masses d'eau, le bon état des rivières, le bon état des zones humides, le bon état du littoral, le bon état des eaux souterraines, etc. C'est notre objectif principal. Et pour ce faire, donc on a la directive 4 sur l'eau qui définit ce que c'est le bon état, et on le traduit en France dans les DSDAG, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. C'est ce pourquoi on existe à la base. C'est existentiel pour nous. Mais une fois que j'ai dit ça, on est totalement convaincu que cette action en faveur de la reconquête du bon état se construit dans le cadre de projets de territoire, ce sont des éléments de méthode sur lesquels je vais revenir, qui permettent effectivement une synergie entre la préservation de l'environnement et un certain nombre d'activités économiques. Donc il n'y a pas de contradiction, au contraire, ça se construit dans le cadre de projets de territoire qui permettent de faire ensemble. Mais c'est bien les deux en même temps. On a un objectif environnemental, notre objectif environnemental c'est le bon état. Cet objectif environnemental, il passe par des projets de territoire, et en faisant ces projets de territoire, on agit aussi en faveur d'un certain nombre d'activités économiques. Exemple, tout ce qui est restauration des cours d'eau. La restauration des cours d'eau, c'était effectivement le maître mot de pas mal des interventions précédentes. Il se trouve que l'Agence de l'eau et le comité de bassin Rhône-Méditerranée viennent de sortir un petit guide qui s'appelle « Et si la rivière redevenait un atout pour mon territoire ?» On est exactement là-dessus. Et ce n'est pas un guide d'évangélisation, hein, on ne prêche pas en faisant ça. On cite des exemples et on les chiffre. Donc on est parti de toute une série d'exemples concrets sur les territoires et on chiffre ce que ça veut dire. Par exemple, mais ça recoupe exactement ce qui vient d'être dit dans les intervenants. Hein. Quand on crée une voie cyclable le long du Rhône, un fleuve aussi aménagé que le Rhône. Hein. Le Rhône, effectivement, c'est un fleuve très aménagé. Quand on crée une voie cyclable via Rhôna, que sa fréquentation se développe pour dépasser plusieurs dizaines de milliers de passages par an, on a un potentiel économique de plusieurs dizaines de millions d'euros sur tout le cours du Rhône. Donc c'est concret. Mais quand on labellise une rivière en partenariat avec le monde associatif, une rivière, quand il labellise une rivière sauvage comme la Valserine, c'est parce qu'elle est sauvage. Et sur une rivière comme la Valserine, c'est 1 à 2 millions d'euros par an générés d'activités de tourisme, là, sur un cours d'eau naturel. Donc à la fois sur un cours d'eau aménagé, oui, mais parce qu'on a reconquis la qualité de l'eau, parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de cyclistes le long du Rhône si la qualité de l'eau était ce qu'elle était dans les années 60 et 70, ou sur un cours d'eau naturel parce qu'il est naturel. Mais ça va plus loin que ça. C'est par exemple l'exemple de l'eau potable qui a été cité par le maire de Muttersholt, par exemple, tout à l'heure. Sur l'activité eau potable, quand on fait, citons l'exemple qui est classique, qui est connu, l'exemple de Lons-le-Saunier, quand Lons-le-Saunier finance la préservation de son champ captant en développant une filière d'agriculture biologique, en la développant vraiment, c'est-à-dire en allant jusqu'à créer, avec l'appui de l'Agence de l'eau, une légumerie pour pouvoir stocker et lisser la production, pour pouvoir fournir ensuite toute sa restauration collective par les produits de cette agriculture, c'est-à-dire en garantissant un débouché économique. On a bien développé une économie locale, territoriale, et en garantissant la protection d'une ressource en eau qui est indispensable pour l'alimentation en eau potable. Donc on a bien là une vraie synergie entre une activité économique et la préservation d'une ressource. Même chose quand on travaille sur matière quantitative, c'est totalement d'actualité actuellement dans le cadre des changements climatiques, mais pour ne prendre que le volet sécheresse. Quand on essaye de faire des projets de territoire, ces projets de territoire, on dit ah bah oui, mais il faut qu'il y ait assez d'eau dans les rivières, parce que sinon on n'aura pas le bon état, mais on dit aussi que l'ensemble des acteurs des territoires se mettent ensemble pour dire comment on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait à la fois assez d'eau dans les rivières et à la fois la satisfaction des différents usages, dont les usages économiques. Et je suis convaincu que dans l'avenir, dans le contexte du changement climatique croissant que nous aurons sur nos territoires, ce sont les territoires qui auront su faire ça. C'est-à-dire su garantir la satisfaction de leurs usages dans le respect du bon fonctionnement des milieux qui s'en sortiront. Donc les autres seront aux prises avec des conflits d'usage de plus en plus marquants et de plus en plus conflictuels. Donc j'en viens à mon troisième point, je m'arrêterai là. Donc le premier point, c'est oui, mais nous on est là pour faire de l'environnement. Mais en faisant de l'environnement, on fait aussi de l'économie. Et le troisième point, pour le faire, la méthode, c'est la méthode participative. Et il me semble que la politique de l'eau n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait en la matière. Au contraire, je ne connais pas beaucoup de politiques publiques qui soient construites de manière aussi participative à la base. Au niveau des grands bassins, avec les comités de bassin, le comité de bassin, c'est une structure où tous les grands partenaires de l'eau sont présents. Au niveau des agences de l'eau,
pas beaucoup d'établissements publics de l'État, d'établissements publics administratifs où l'État soit minoritaire. Et en plus des établissements publics qui lèvent l'impôt, hein, excusez du peu. Donc un établissement public qui lève l'impôt, où l'État est minoritaire dans son conseil d'administration. Donc une forte place laissée à l'ensemble des acteurs du territoire, mais également à l'échelle des acteurs des territoires eux-mêmes, avec par exemple les commissions locales de l'eau pour l'élaboration des sages. Une commission locale de l'eau, c'est un exemple de démocratie participative. Et je considère qu'en matière de politique de l'eau, pour les grandes politiques publiques, on est exemplaire en la matière, et on est pionnier. Voilà. Alors justement, moi je voulais vous relancer juste sur cet aspect avant de laisser la parole à votre collègue de l'AFB. Sur ce côté participatif, votre troisième message, pour moi ça pose aussi une question, cette idée qu'on développe des synergies et pas seulement qu'on régule des tensions entre environnement et économie. Ça pose aussi la question de qui représente l'activité économique dans les instances que vous venez de citer. Parce que historiquement, il faut quand même bien reconnaître que historiquement, ces institutions ont été construites en faisant venir les activités économiques à qui on demandait de dépolluer schématiquement. Et là, vous avez cité des activités économiques qui ne sont pas dans ce schéma-là, dans leur rapport à l'eau, mais qui, comme vous l'avez cité avec tous vos exemples, qui développent de l'activité économique et de l'emploi à partir de l'environnement de qualité. Est-ce que du coup, ça change quelque chose dans le fonctionnement de vos instances et aussi dans vos programmes d'intervention? Est-ce qu'il y a des aides spécifiques qui ont émergé sur cette problématique? Déjà, ils sont dans les instances. Je pense qu'on a beaucoup évolué depuis. Alors c'est peut-être la perception peut-être en décalage avec la réalité, mais la réalité maintenant, c'est qu'on a beaucoup évolué par rapport à des instances de bassin qui pouvaient être vues comme des syndicats de redevables. Hein. C'est très largement plus ça, ne serait-ce que parce qu'il y a. Déjà, il faut rappeler que dans une instance de bassin, il y a toutes les collectivités qui sont censées représenter l'intérêt général, il faut quand même le dire. Mais c'est 40%. Un comité de bassin, c'est 20% de représentants de l'État, 40% de représentants des collectivités, 40% des représentants des usagers économiques et non économiques. Donc il y a déjà 40% de représentants des collectivités qui sont intégrateurs par nature. Dans lequel, qui plus est, depuis la dernière réforme qui vient d'intervenir, une place plus importante a été faite aux gestionnaires, parce qu'avant les collectivités, c'était beaucoup les communes et les conseils départementaux, ils y sont toujours, mais une place plus importante a été faite aux EPAGE, aux EPTB, etc. Donc à ceux qui s'occupent des cours d'eau en général. Ensuite, au sein du collège des usagers, il y a aussi les représentants des activités nautiques, des loisirs nautiques. Là, il y a la fédération, dans mon comité de bassin, il y a la fédération de canoë-kayak. Il y a également il y a les associations, évidemment, les associations de protection de la nature, les associations de consommateurs. Et au sein des acteurs économiques eux-mêmes, c'est varié. Bien sûr que les acteurs économiques agricoles, ils sont très présents, et c'est normal, ainsi qu'un certain nombre d'acteurs industriels. L'agriculture biologique y est représentée en tant que telle. Enfin bref, c'est varié. Et l'évolution n'est d'ailleurs pas terminée, puisqu'en application de la loi biodiversité, il est prévu de faire évoluer la composition du collège des usagers pour équilibrer encore plus les choses au profit des usagers non économiques. Donc les instances, elles ont déjà pas mal évolué. Pour ce qui concerne la politique d'aide des agences, d'une manière générale, pour parler de celle que je connais mieux en Méditerranée Corse, l'évolution, elle a aussi été constante par rapport à des agences qui étaient très orientées infrastructures de traitement de l'eau, eau potable, assainissement, réseau, etc., pour aller vers une vision globale de l'eau, d'une manière générale, du cycle de l'eau dans son ensemble, et les aides à la gestion de la rivière, à la restauration des cours d'eau, à la restauration des zones humides ont pris une place tout à fait considérable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus qu'on s'occupe du tout d'eau potable et d'assainissement, d'ailleurs, parce qu'il y a des territoires où ça reste nécessaire. Mais la place prise par, on parle de grands cycles, c'est sans doute artificiel, mais le cycle de l'eau dans son ensemble, dans le cadre de documents intégrateurs à l'échelle des bassins versants, est devenu essentiel maintenant.